L'Afrique, c'est 40% des réserves mondiales d'or, 60% des réserves mondiales de cobalt, 80% des réserves mondiales de chrome, 90% des réserves mondiales de platine. Quand on arrive au niveau de l'énergie, c'est beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, beaucoup de charbon, beaucoup d'uranium. Mais ce n'est pas tout. Quand on arrive au niveau de l'agriculture, c'est beaucoup de cacao, beaucoup de café. Mais comme si ça ne suffisait pas, s'il fallait regarder au niveau des minerais, en Afrique, on retrouve tout ce qui existe pratiquement. On retrouve du fer, on retrouve du cuivre, on retrouve du manganèse, on retrouve du potassium, on retrouve de l'or, on retrouve des diamants. Bref, tu l'as compris, on retrouve de tout ce qui existe. Alors, comment expliquer que le continent africain soit si riche et pourtant les Africains si pauvres? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo et on va regarder justement la gestion des ressources naturelles de l'Afrique et l'impact des multinationales dans la gestion de celles-ci. Je vais partager avec toi la stratégie que les multinationales utilisent pour pouvoir piller le continent africain et on verra en 6 étapes comment est-ce qu'elles procèdent. C'est juste écœurant. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je te proposerai aussi une alternative pour pouvoir s'en sortir de cette situation ô combien scandaleuse. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs. Le premier est de t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h30. L'idée, c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business, mais aussi de pouvoir participer au live que je fais une fois toutes les 2 semaines avec ma communauté pour pouvoir poser en live directement toutes tes questions et pour que je puisse y apporter des réponses, bien évidemment. L'idée, c'est aussi que tu puisses faire une deuxième chose, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour pouvoir recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer et réussir dans le domaine des affaires. Petite parenthèse, j'organise à Paris le samedi 19 janvier 2019 une conférence business. Si tu n'as pas encore réservé ta place, vas-y rapidement parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Tu vas dans la barre de description, tu as un lien qui te permet de pouvoir connaître le programme de la journée, mais aussi comment faire pour réserver rapidement ta place. Il va être question pour moi de t'expliquer comment je fais pour créer mes entreprises. Je te partagerai mon expérience sur celles qui ont échoué et puis celles qui ont réussi. Qu'est-ce qui a fait la différence, tant en Europe qu'en Afrique, mais j'invite aussi un intervenant qui va nous parler du business en ligne. Bref, c'est une journée très dense, chargée, très intéressante que tu ne devrais pas rater si tu penses vraiment à créer un business. Fin de la parenthèse. Alors, je débute désormais les mercredis une nouvelle série de vidéos dans laquelle il va être question de pouvoir aborder des thématiques un peu plus de réflexion. Tu sais, si aujourd'hui je fais du business, c'est parce que j'ai compris pas mal de choses et je voudrais les partager au travers de différentes vidéos désormais les mercredis pour parler de sujets structurants. Il va être question de pouvoir parler comme aujourd'hui des ressources naturelles, demain de la population africaine dont tout le monde dit énormément de choses. Après-demain, on parle des médias, quel est le rôle des médias et de l'influence bien évidemment des chaînes occidentales en Afrique. Bref, chaque mercredi désormais, je veux aborder avec toi un sujet structurant, un sujet de fond pour qu'on puisse aller en profondeur et que tout ceci contribue aussi à te donner d'avoir une bonne vision en tant qu'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque part aussi un combat. Mais il faut y entrer avec les bonnes armes, bien évidemment. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler d'un domaine qui est très sensible et qui touche bien évidemment tous les Africains, notamment ceux de la diaspora, parce qu'on vit en Occident et on voit comment les pays occidentaux sont développés. Mais ce que certains d'entre nous ne savent pas, c'est que très peu de pays occidentaux ont des richesses naturelles. Par exemple, la France dans laquelle nous vivons est un pays qui n'a quasiment pas de richesse naturelle à proprement parler. Le sous-sol français n'est pas spécialement riche. Et pourtant, la France est l'un des pays les plus riches au monde, l'une des plus grandes économies et bien évidemment a respect et notabilité un peu partout sur le globe terrestre. Alors, ceux qui connaissent un peu l'histoire savent comment la France s'est enrichie. Mais moi, dans cette vidéo, au-delà de vouloir accabler la France, je voudrais simplement expliquer, au travers d'un exemple bien précis, comment est-ce que les multinationales font pour pouvoir piller les ressources du continent africain et ce qui justifie bien évidemment que les Africains ne bénéficient pas des richesses qui sont pourtant les leurs. Alors, la première raison, bien évidemment, qui explique le fait que les Africains ne bénéficient pas de leurs ressources, c'est le fait que malheureusement, les Africains ne savent pas, pour la plupart d'entre eux en tout cas, exploiter, extraire les ressources minières et les ressources énergétiques dont ils regorgent. C'est bien évidemment absurde parce que quand j'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte que les premières personnes qui ont commencé à faire de l'exploration pétrolière, par exemple, pour prendre le cas du pétrole, ont commencé en 1859. C'était un certain monsieur Drake en Pennsylvanie, aux États-Unis. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même choquant de savoir que pratiquement plus de 160 ans plus tard,
en Afrique, on ne sache toujours pas utiliser une technologie. En général, quand une technologie est découverte, il faut quelques années pour qu'elle devienne un peu comme dans le domaine public et que tout le monde y ait accès. Comment expliquer donc que des techniques pétrolières qui existent depuis plus de 150 ans un peu partout dans le globe, en Afrique, ne soient pas aujourd'hui monnaie courante? Quand on prend les pays du Golfe, par exemple, qui sont aujourd'hui des pays très riches, les dites monarchies du Golfe, ce sont des États qui ont bâti leur richesse essentiellement sur le pétrole ou le gaz. Et très rapidement, ces monarchies se sont débrouillées pour pouvoir acquérir la technologie et pouvoir devenir maîtres de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Les Africains ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, nous payons le prix de cela parce que quand tu ne connais pas, bien évidemment, tu payes celui qui sait faire pour toi. Malgré le fait que nous soyons dans une époque où le transfert de technologies sont devenus monnaie courante, en Afrique, on dirait que nous ne voulons pas utiliser du tout cet outil-là à bon escient. La deuxième raison qui justifie bien évidemment le fait que l'Afrique n'exploite pas sa richesse, c'est que ceux qui ont la technologie aujourd'hui, notamment les anciens colonisateurs, ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et donc, bien évidemment, quand on se place dans leur position, on comprend qu'ils fassent tout ce qui est leur possible pour éviter que les pays africains acquièrent la technologie. Parce que, bien évidemment, pour qu'aujourd'hui l'Afrique se développe, elle a besoin de technologie, c'est obligatoire. Et comme elle ne sait pas disposer de cette technologie-là, elle doit s'appuyer sur les États qui ont la technologie. Et vers qui est-ce qu'on se tourne en général? Vers le pays colonisateur. Et lui, bien évidemment, il a tout intérêt à te maintenir dans l'ignorance pour pouvoir bénéficier de cela, pour pouvoir développer lui-même ses entreprises et continuer à permettre que celles-ci puissent prospérer. Prenons un cas de figure très simple pour pouvoir démontrer donc comment les multinationales fonctionnent en Afrique. Le cas de Elf, aujourd'hui appelé Total. Quelle est l'histoire de Elf avec l'Afrique? Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être l'histoire de Elf dans les grands détails. Mais moi, je vais dans cette vidéo parcourir avec toi 6 fondamentaux sur lesquels Elf s'est appuyé dans sa stratégie pour pouvoir s'implanter, piller l'Afrique, du moins les pays dans lesquels Elf a prospéré et devenir l'entreprise qu'elle est devenue. Parce que je le rappelle, Elf a été pendant très longtemps, de très loin, la première entreprise française, employant des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier. Et comment expliquer ça quand on sait que la France n'a pas une goutte de pétrole dans son sous-sol? À qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent des résultats à la sueur du front sans intéresser personne? Verser des commissions pour André Guelfi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière ces opérations pétrolières en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Ils sont obligés de payer, ils payent. Ils payent, que ce soit en Angola, au Gabon ou n'importe où, on est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous n'avez que dalle. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées, entre 300 et 800 millions de francs de commissions, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaumat? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon? Oui. Et sous M. Pecker? Oui, et continué sous M. Geoffrey. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bakchiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne non de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent. Le premier élément sur lequel Elf s'est appuyé pour pouvoir pénétrer l'Afrique, et généralement ce que les entreprises minières font,
c'est qu'elle entre dans des marchés en payant des pots de vin, notamment des commissions. C'est-à-dire que pour pouvoir intégrer un marché dans un pays, pour pouvoir commencer à exploiter l'or, le pétrole, le diamant qu'il y a dans un pays, généralement les multinationales ne viennent pas pour répondre à des appels d'offres classiques comme ça doit se faire dans les règles de l'art et comme cela est prôné dans les pays occidentaux en général. Malheureusement, ce que ces multinationales font souvent, c'est qu'elles payent des commissions, c'est-à-dire qu'elles corrompent clairement les gouvernements, les dirigeants, en leur donnant bien évidemment de très belles enveloppes qui permettent à ceux-ci de pouvoir, de par cette position-là, livrer un peu en quelque sorte les ressources de leur pays pour que bien évidemment les multinationales en contrepartie de l'argent puissent commencer à bénéficier de la possibilité d'exploiter les richesses qui se trouvent dans les sous-sols de ces pays-là. Jusque-là, c'est quelque chose qui est connu. Mais allons-y un peu plus loin pour voir la deuxième stratégie. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Deuxième élément sur lequel les multinationales s'appuient, c'est le fait de rendre impossible la traçabilité des opérations qu'elles vont faire. Par exemple, les extractions des minerais ou même de l'huile, du pétrole, ainsi de suite, se font dans des conditions de telle sorte que généralement le pays ne sait pas quelles sont les quantités exactes qui sont extraites de son sol, de son sous-sol. Et ça, bien évidemment, ça profite grandement aux multinationales qui peuvent extraire en toute impunité les quantités qu'elles veulent. Imagine que tu as une boutique, que quelqu'un entre dans ta boutique avec un sac et qu'il met tout ce qu'il veut mettre dans le sac et arrive à la caisse, il te donne 1000 francs CFA ou alors 1,50 € et sort de la boutique. Tu n'as aucun moyen de savoir ce qu'il a mis dans son caddie et tu as de très fortes chances, bien évidemment, de te faire copieusement arnaquer. Alors, il faut savoir que c'est une technique, par exemple, que Elf a utilisée pendant longtemps en Afrique, pillant ainsi le pétrole des États africains en toute impunité, malgré le fait qu'ils avaient corrompu, premièrement, pour intégrer le marché. Deuxièmement, donc, ils ont commencé à extraire le minerai sans aucun contrôle des États africains. Pourquoi il n'y avait pas de contrôle? Parce que les Africains ne savaient pas comment ça marchait. Il n'y avait pas la connaissance, il n'y avait pas la technologie. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin ne viens pas au bureau. Ah bon? Mais demain matin, je ne suis pas parti au bureau, mes portes étaient fermées, clouées. Troisième élément sur lequel il s'appuie, donc justement, c'est le fait que les bonnes âmes, les âmes de bonne volonté qui constatent ce système-là et qui veulent un peu fouiller pour comprendre pourquoi est-ce que Total ne paye pas, pourquoi est-ce que ces entreprises multinationales ne payent pas, se font tout de suite réprimander par l'État
Parce que comme l'État a été corrompu au plus haut sommet, il n'y a pas de raison que des gens qui sont en dessous puissent parler fort et représenter le Cameroun avec le maire de la commune de Diombe-Pendia. Diombe-Pendia, c'est une commune dans laquelle une entreprise française, la PHP, s'est installée pour pouvoir faire la production de bananes, le fruit. Il faut savoir que beaucoup de bananes que l'on mange en France et même en Europe provient du Cameroun. Et donc cette entreprise française qui est implantée sur place, bien évidemment, ne paye pas d'impôts. Ce que le maire de la ville a trouvé dommage et a voulu demander et exiger à cette multinationale de pouvoir payer des impôts. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi que le monsieur s'est retrouvé en prison pendant des années avec pour simple motif le fait qu'il voulait que la multinationale paye des impôts. Donc c'est pour te dire que c'est dans la manière de procéder des multinationales, c'est-à-dire de pouvoir corrompre le sommet de l'État pour qu'en dessous, tout esprit, toute volonté, toute velléité d'honnêteté puisse être complètement réprimandée par l'État central lui-même qui a perçu la corruption. Quatrième élément sur lequel ces multinationales s'appuient. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ces barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas d'une bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Élysées, nous avons retrouvé Mugunga Ngila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Elle était combien? 5 $ à peu près. En tout cas, régulièrement. 5 $ sur quoi? Par baril. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 $ de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque? Mugunga Ngila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 $ à 1,5 $. Ça veut dire que quelque part, il y avait 3,5 $ qui se baladaient. Alors va-t-on me faire croire que les qualités de ce brut avaient subitement changé? C'est le fait de mentir sur la qualité du brut qui est exploité. Total a très bien fait ça pendant des années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au niveau du pétrole, par exemple, tous les pétroles, tous les bruts ne se valent pas. En fonction de la contenance chimique du pétrole, il est plus ou moins valorisable. Et donc, ce que Total a toujours dit aux Africains, c'était que le brut africain était de très mauvaise qualité. Et donc, bien évidemment, ils le payaient bien en dessous des prix du marché. Or, sur le marché, ils le revendaient bien évidemment à des prix beaucoup plus élevés. On est en train de cumuler là des choses qu'ils faisaient les unes au-dessus des autres. Ce n'est pas les unes en excluant les autres. Non, non. Tout ce que je te liste là, ils ont fait les unes au-dessus des autres pour que tu vois à quel point ils se sont sucrés. Et donc, bien évidemment, quand les Africains ont pu le découvrir, parce qu'il y en a quelques-uns de la diaspora qui, en revenant au pays, ont ouvert les dossiers et se sont dit, mais c'est quoi cette histoire? Le brut ne souffre de rien. Du jour au lendemain, Total a revalorisé les prix, a recommencé à payer comme avant. Te prouvant donc par là que depuis le départ, depuis des années, ils ont juste sous-payé le produit qu'ils ont revendu beaucoup. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques, quand il y a une période de boom pétrolier, où je me souviens dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à 40 $. Et le dollar à cette époque coûtait 10 francs. Donc on ne peut pas dire que c'est pété de l'argent dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Eh oui. Eh oui. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, ouais. Quelles conséquences pour le pays producteur? C'est que l'impôt est moindre, la recette fiscale est moindre. Et ça joue sur des montants importants? Oui.
nous nous sommes confrontés à des difficultés telles que, à certaines périodes, on s'est retrouvé avec des recettes de 10 000 francs ou 7 000 francs par mois. Des recettes? Des recettes pétrolières. 10 000 francs de recettes pétrolières? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs. Au pire, on a eu 7 000 francs français de recettes pétrolières mensuelles. Cinquième élément sur lequel Total s'est appuyé, c'est le fait de ne pas payer d'impôts. Tu te figures qu'un pays, une entreprise comme Total, Elf, extrait du pétrole et se retrouve à payer par mois 10 000 euros d'impôts. C'est bien évidemment minable. 10 000 euros d'impôts, ça ne paye même pas le carburant du directeur d'Elf. Et donc, tu te retrouves donc avec une entreprise comme celle-là qui paye 10 000 euros par mois dans un État en déclarant bien évidemment de manière très basse ses exportations pétrolières. Et comment est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut marcher que parce que là aussi, les États sont totalement ignorants de comment les systèmes et les flux évoluent. Et donc, du coup, les multinationales jouent là-dessus pour pouvoir tromper le maximum possible les États et continuer à engraisser et à amasser le maximum de sous. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter, alors c'est Elf qui va lui servir de banquier. Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans entre 92 et 95 plus de 4 milliards de francs à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Sixième et dernier élément sur lequel la multinationale joue et sur lequel Elf s'est appuyé aussi, c'est le fait que comme beaucoup d'États africains, à cause de la mauvaise gouvernance, ne parviennent plus à attirer des investisseurs, ils ont besoin d'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires et essayer un peu de pouvoir entretenir le pays. Et que les banques à l'international ne prêtent pas d'argent, qu'est-ce que les multinationales font? Elf prêtait l'argent, par exemple, aux États, à des taux exorbitants. C'est-à-dire que si le taux sur le marché, par exemple, c'est 1 ou 2%, Elf pouvait prêter à 20%. Excessivement cher. Et les États étaient contraints de prendre l'argent chez celui qui le prêtait et bien évidemment le rembourser par la suite à des taux extrêmement exorbitants. Voilà comment une entreprise comme Elf a fait pour devenir première entreprise française et parmi les plus riches au monde. Alors on pourrait se poser la question sur les populations. Qu'est-ce qu'elles deviennent dans tout ça? Malheureusement, l'exploitation des ressources africaines se fait souvent au détriment des populations. Ça veut dire que par exemple, quand une entreprise pétrolière vient pour pouvoir exploiter le pétrole quelque part, généralement les riverains de cet endroit-là sont souvent exposés au fait que, généralement, en Afrique, tu sais, quand tu habites au niveau de la côte, les gens vivent de la pêche. Or, quand on vient faire une extraction pétrolière à quelques kilomètres des bords, tu peux être sûr que tous les poissons vont mourir ou alors vont foutre le camp. Donc, ça affecte bien évidemment le niveau de vie des gens qui sont sur place. Les entreprises pétrolières ne donnent aucun dédommagement aux locaux qui se retrouvent dans une précarité qui n'a pas de nom. Et donc, du coup, on se retrouve dans une misère qui est juste très injustifiée. C'est le fait que, l'entreprise escroque énormément le pays, mais en plus, elle met à mal la vie des personnes qui sont là où elle vient exploiter. Quand il s'agit des minerais type l'or ou autres minerais, ou même le diamant, eh bien, tu te retrouves dans une position dans laquelle tout l'environnement, le village, l'écosystème est complètement détruit par l'entreprise qui vient juste pour extraire son minerai, n'embauche même pas les gens sur place ou alors les embauche à des conditions juste inhumaines et contribue ainsi à pouvoir appauvrir grandement la population locale. Et tout ceci se fait avec le silence béat des autorités qui ont souvent été elles-mêmes copieusement arrosées dès le départ. Alors, est-ce que ces situations dont je te parle sont des situations désespérées? Bien sûr que non. Le peuple est très puissant, mais le peuple ignore son pouvoir, il ignore sa force. On a un cas, par exemple, en Asie, comme ça, d'un village qui s'est rebellé contre Coca-Cola et pendant 8 années, ils se sont battus et ils ont eu gain de cause récemment dans un procès retentissant dans lequel Coca-Cola a été condamné à verser, je pense, des dizaines de millions d'euros pour pouvoir compenser tous les dégâts causés par la dégradation de l'environnement et l'impossibilité pour les gens de ces villages-là de pouvoir vivre de manière saine et paisible. Donc, la première consisterait simplement à pouvoir dire à ces États-là de pouvoir procéder en stratégie gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le domaine du business. Je gagne, tu gagnes. De dire par exemple aux multinationales, écoutez, plutôt que de faire de l'exploitation comme on l'a fait aujourd'hui, donnons-nous 30 ans. Dans les 30 ans, les 10 premières années, vous exploitez, vous prenez 75%, nous prenons 25%. Les 10 années d'après, on fait 50-50 et les 10 années d'après, on fait 75 pour moi, 25 pour toi. Mais pendant ces 30 ans-là, on assure un transfert de technologie qui fait que sur les autres mines dans le pays, nous allons nous-mêmes pouvoir gérer
l'exploitation de nos propres mines. Il s'agit là d'une solution très simple, mais qui fait qu'au final, la technologie et la connaissance revient entre les mains des Africains. Il faut savoir quand même que c'est possible de le faire aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus polarisé. Aujourd'hui, les Chinois ont des intérêts qu'ils défendent qui sont différents des intérêts des Américains, qui parfois divergent même des intérêts des Européens. Donc, on peut jouer sur cette diversité-là de manière géopolitique pour pouvoir choisir les partenaires avec lesquels on va avancer pour pouvoir justement mettre la concurrence entre eux et prendre celui qui est le plus offrant. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de solution. La solution que je viens de proposer est simple et elle peut être mise en place s'il y a une réelle volonté. Le deuxième élément de solution, bien évidemment, c'est qu'il faut que les Africains se forment. Il faut qu'on puisse être formés pour pouvoir parler d'égal à égal avec les personnes qui viennent sur place pour pouvoir nous aider à travailler et de telle sorte que demain nous puissions récupérer toute la technologie comme les Chinois le font. Les Chinois savent tout fabriquer aujourd'hui, mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Ils ont énormément misé sur le fait de faire des business dans lesquels il y avait un transfert effectif de technologie. Mais chez nous, dans nos pays, depuis plus de 50 ans, il y a très peu de pays dans lesquels les routes sont fabriquées par des entreprises locales. Même les simples routes, c'est un élément basique en génie civil. Les ponts, les aéroports, toutes les infrastructures sont généralement fabriquées par des entreprises extérieures. Alors que ce sont des choses aujourd'hui, en 2018, 2019 demain, que tout le monde dans l'univers technologique connaît et maîtrise. Malheureusement, sauf les États africains. Et ça peut changer. Alors la question que je voulais te poser aujourd'hui au terme de cette vidéo, elle est très simple. D'après toi, quelles sont les autres techniques que les entreprises multinationales utilisent et que je n'ai pas citées? Que penses-tu de ce que je te propose là comme solution? Parlons-en dans les commentaires. Alors clairement, les vidéos que je suis en train de faire maintenant, ce sont des vidéos qui sont assez engagées et je vais attendre de toi que tu puisses y participer. Et ta participation, pour commencer, ça va être de pouvoir les partager, mais vraiment massivement, pour que le maximum d'Africains puissent être au courant. Le savoir est une arme. Quand on sait ce qu'on subit, on peut s'organiser pour pouvoir se rebeller, se révolter et changer notre quotidien. Donc j'attends vraiment de toi que tu puisses partager ces vidéos, que tu puisses en parler, même dans tes groupes WhatsApp avec tes amis, pour que ce type d'échange-là naisse entre les Africains et qu'on ne soit pas juste des gens qui parlent de, je ne sais pas moi, la dernière chanson de Beyoncé ou de Rihanna, mais que nous puissions aussi avoir entre nous, à des échelles très basses, des discussions qui vont contribuer à structurer notre continent demain.